Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on discute d'une certitude de la vie, les impôts. Avec notre invité, on va tenter de démystifier un peu tout ça. Nous allons également nous intéresser à la langue française, celle qui nous berce depuis toujours. Alors, restez avec nous, ça commence maintenant. À vous à la maison, bienvenue, bonsoir et bienvenue encore à cette émission de Vue d'ici. Merci beaucoup d'être avec nous. Comme à chaque printemps, jour de marmotte, on doit produire et faire parvenir nos rapports d'impôts à nos gouvernements. Au fond, on a des comptes à rendre. Ça peut être une période particulière, mais prenons-la au sérieux. Avec mon invité, on va vraiment tenter de démystifier tout ça. Mélissa Drouin, comptable professionnelle agréée. Vous êtes associée au cabinet Mallette. Effectivement. C'est vrai que c'est une grosse période, mais avant d'entrer dans tous les détails, là, qui doit faire des impôts et quand doit-on les faire? Avec plaisir, Gilles. Donc, les impôts, effectivement, c'est un sine qua non. On doit produire les impôts à toutes les années, qu'on soit salarié, travailleur autonome, qu'on ait gagné du revenu ici au Québec, donc au Canada, qu'on soit étudiant, qu'on souhaite, dans le fond, qu'on ait reçu des prestations aussi, des prestations gouvernementales, qu'on soit inscrit à la RAMQ aussi. Il faut produire ses impôts. Donc, toute personne qui habite ici au Québec et au Canada, là, doit produire ses impôts. Puis pour faire un résumé quand même, des personnes qui ont gagné de l'argent en sol québécois. Qui a fait un revenu. Qui ont fait des revenus ou qui bénéficient de certains avantages, comme je vous disais, la RAMQ, les frais de scolarité. Donc très important. Étudiants, évidemment. Effectivement, même s'il n'y a pas eu de revenus. C'est important de produire ces impôts pour pouvoir justement faire des reports au niveau des fameux crédits d'impôt pour étudiants qui sont très intéressants aussi. Pour le et ça, c'est un sujet intéressant et ça amène l'importance de vraiment parler à une connaisseuse. Donc, les étudiants, les moins de 18 ans, même si on habite chez nos parents. Même si on habite chez mes parents. Je vais vous donner un exemple. Ma fille qui avait 16 ans, l'an dernier, elle a fait ses impôts, son premier rapport d'impôt, parce qu'elle a gagné, elle a reçu un T4, relevé 1 de son employeur. Elle a fait peut-être 1 500 $ durant son année, mais il fallait qu'elle le déclare. Donc, elle a eu ses avis de cotisation provinciale et fédérale, tout comme une personne comme vous et moi, là. Donc, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Quand doit-on faire ça? Là, c'est la période, là, mais c'est une longue période. Quand? C'est quoi la date limite? C'est pas une si longue période quand on traite tous les contribuables québécois à l'intérieur là, de 2 mois, là, quand même, parce que la date limite pour émettre les feuillets fiscaux de la part des employeurs, des banques, des régimes de retraite, etc., tous les feuillets fiscaux qui sont nécessaires à faire les impôts, la date limite pour émettre est le 28 février. Donc, nous, les comptables, on bénéficie du 1er mars jusqu'au 30 avril pour faire les impôts des particuliers. OK, donc finalement, il vous reste... OK, je comprends. On pense que c'est une longue période, mais non. Mais non, c'est très court pour traiter tous les impôts des contribuables des Québécois en même temps. J'avoue. Maintenant, on sait, on doit faire nos impôts. Bon, on a ce délai-là, on a reçu... Comment se préparer? Comment, là, vous avez parlé, recevoir des feuillets, Écoutez, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments à rassembler, tout dépendamment aussi de votre situation. Vous pouvez avoir eu un seul travail durant l'année, avoir un seul T4 relevé 1. Mais en général, c'est très rare que ça l'arrive. Donc, j'ai fait une petite liste non exhaustive, mais quand même, les T4 relevé 1, comme je vous disais tantôt. D'employeurs. Les T4A, si on est travailleur autonome, les feuillets pour les cotisations REER,
avant le 31 décembre et entre le 1er janvier et le 28 février de l'année Parce que courante. là, il est maintenant trop tard. Là, Il est trop pour les tard. RIS, c'est le 28 février. Effectivement. Puis, tous vos revenus aussi, tous vos feuillets là, de prestations de vieillesse. On parle de RRQ, de RPC, donc très important aussi d'apporter à votre comptable ou en tout cas, de les rassembler Ça ensemble. aussi, on va en parler un peu plus tard là, du service professionnel. Excellent. Les reçus de frais de garde d'enfants, les reçus pour les activités physiques des enfants de moins de 16 ans. Écoutez, très important aussi, les reçus médicaux non déductibles que vous n'avez pas déduits auprès d'une compagnie d'assurance parce que ça, on peut les déduire dans vos impôts au niveau des particuliers. Donc, gardez tout ça. Gardez vos reçus au niveau des opticiens, des pharmaciens, là, dans les pharmacies, quand on va chercher les médicaments. Il y a plusieurs professionnels aussi. Physiothérapie. Je veux dire, tous les reçus que vous avez, dans tous les soins que vous avez reçus, il y en a, pour la plupart, sont déductibles. OK. Donc, vous pouvez aller sur le site de Revenu Québec, de l'Agence du revenu du Canada. On vous fait une liste très exhaustive de qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et de toute façon, Mais plus on apportez-le, amène... vaut mieux trop que pas assez. C'est C'est ce que je dis à mes clients. Et il y a certains, vous l'avez dit tantôt, là, des T4A pour les travailleurs autonomes. Il y a aussi une série de dépenses qui doivent faire attention de tout conserver. Là. Absolument. Lorsqu'on est travailleur autonome, c'est une situation très particulière. D'ailleurs, tantôt, on parlait du 30 avril pour émettre les rapports d'impôt. Même pour les travailleurs autonomes, on doit payer son impôt avant le 30 avril. Absolument. Puis, mais par contre, on a un délai jusqu'au 30 juin pour finaliser son rapport d'impôt. Ah, OK. Oui, le rapport d'impôt peut être fait au 30 juin. Toutefois, l'impôt dû au gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, se doit d'être payé au 30 avril de l'année courante, pour l'année antérieure. OK. Même si on ne produit pas tout de suite. On doit avoir quand même un estimé d'impôt. Ben oui, parce que sinon, on ne sait pas où on s'en va. Exactement. Okay. Donc, l'impôt est toujours. Mais ça, c'est une particularité. Payer ses impôts maximum 30 avril pour les travailleurs autonomes. Absolument. Et il y a des conséquences à chaque fois, je présume? Oui, des intérêts, des pénalités si on ne se conforme pas. Puis on ne s'en sort pas de ça. Des non, fois, c'est compliqué. S'en sort pas, OK, on fait attention. Aller loin. Ouais. Travailleurs autonomes aussi, faire attention de toujours garder une certaine portion des revenus perçus parce qu'il n'y a aucun impôt, il n'y a aucun prélèvement qui sont faits à partir des T4A. Donc, de toujours garder en tête que vous devez vous garder au moins un bon 30 à 40 pour payer les impôts. Je vous suggère aussi fortement de faire des acomptes provisionnels, payer en avance les impôts. Okay. Dans tous les cas, si vous avez à payer au-delà de 3 000 quel que soit le palier gouvernemental, le gouvernement va vous exiger aussi un paiement d'acompte provisionnel. OK, je comprends. Parce que c'est pas comme un T4 ordinaire où tout est déjà, peut-être pas, là, mais tout est déjà prélevé et envoyé au gouvernement. Exactement. Et là, c'est pas le cas, donc, pour pas être surpris. Parce que au mois d'avril. Oui, parce que ça coûte excessivement cher. Parce que dites-vous aussi, quand vous êtes travailleur autonome, vous avez, oui, vos déductions à la source à payer, mais vous avez votre portion et la portion de l'employeur parce que vous êtes votre propre employeur. Je comprends. C'est Donc, vrai, c'est vrai. Les sommes sont quand même assez élevées là, quand on fait des revenus à titre de travailleur autonome. Là. Ça peut aller assez rapidement. Ça peut aller très rapidement. Maintenant, pour la présente période, est-ce qu'il y a des choses nouvelles dont on doit... Ben, en fait, non. On va tout de suite passer au premier conseil. J'ai besoin de vous. OK. Allez-y, Gilles. Est-ce qu'on fait nous-mêmes ou on fait produire? Écoute... Et je le sais, vous êtes... Mais là, c'est vraiment un conseil professionnel parce qu'il y a des situations vraiment complexes. Il y a des situations très complexes, puis c'est important d'aller voir des professionnels qui travaillent, qui connaissent bien les impôts des particuliers. Quelqu'un qui a un T4, un relevé 1, simplement, puis qui se sent à l'aise de vouloir naviguer dans des logiciels. Parce qu'il y a des logiciels, oui. Oui, par contre, les logiciels doivent être homologués par l'Agence du revenu du Canada. Donc, c'est très important d'aller valider auprès du site de l'Agence du revenu du Canada si le logiciel utilisé est homologué.
OK. Donc, il y a des logiciels en ligne qui permettent là, de faire les impôts rapidement pour des impôts simples. Assez simple. Oui. Un revenu, Ah oui, un pas de revenu d'habitation, rien. Pas de là? revenu d'habitation, pas de revenu de travailleur autonome. Je vous suggère fortement. Reste une personne seule, je comprends. Puis qui connaît aussi bien les systèmes informatiques, OK. là, parce que c'est quand même des logiciels en ligne. Il faut avoir une bonne compréhension. Il faut avoir une bonne compréhension aussi du fait qu'on a deux paliers gouvernementaux. Faire la différence entre les deux. C'est ça. Parce qu'on le sait, c'est pas si simple que ça. Puis ça peut coûter cher. Les conséquences peuvent être onéreuses. C'est vrai. Oui. Maintenant, je veux faire affaire avec un professionnel. C'est difficile de s'y retrouver. Il y a des publicités qu'on voit partout. À quoi on devrait faire attention? En fait, moi, je vous suggère, si vous avez des impôts quand même assez complexes, allez valider sur l'ordre des CPA. Regardez pour OK. la liste des comptables. Un comptable professionnel agréé a des bonnes connaissances. Il y a certains comptables qui vont travailler en entreprise qui n'auront peut-être pas des connaissances au niveau des impôts particuliers. Mais si vous allez sur les sites Internet aussi des cabinets dans le secteur, vous pouvez aller chercher de la bonne documentation. Puis, pour valider aussi une personne, pour faire des impôts particuliers, c'est important de faire une petite recherche Google. Une petite recherche Google, des fois, ça prend quelques secondes, mais ça peut en dire très long. Parce que beaucoup de gens qui peuvent s'improviser. Il y a beaucoup de beaux-frères ou de belles-sœurs qui, je vais le faire, il est bon là-dedans. Oui, il est bon là-dedans, il me coûte 40 $. Je ferai attention, soyez Mais vigilants. vous avez quand même tous les risques, là. Tandis que Exactement. je suis un professionnel, est-ce que je suis protégé? S'il y a une erreur ou je ne sais pas. Oui, vous êtes protégé, absolument. Quand vous travaillez avec des professionnels, oui, vous êtes protégé. Il y a l'Ordre des comptables aussi qui est là aussi pour représenter là, justement les contribuables. Donc, je veux dire, oui, ça peut arriver, une faute professionnelle. Toutefois, il y a toujours moyen d'arranger avec le cabinet. Je veux dire, un cabinet professionnel ne se déresponsabilisera pas s'il y a quoi que ce soit, là, s'il y a une erreur provenant du cabinet en soi. Donc, selon où on habite ou selon notre situation, on fait une recherche. On n'hésite pas à faire une recherche. 2, 3 adresses. Ouais. On va sur les sites. On va sur les sites Internet. Vous pouvez faire aussi une recherche Google qui produit des impôts particuliers. Impôts particuliers 2023, ça va vous apporter sur différents types sites. Puis aussi, j'aimerais vous mentionner que, je veux dire, le territoire aussi n'est plus un enjeu pour aucun particulier. Je peux faire traiter mes impôts. Je veux dire, tout se dépose. C'est vrai. Donc, je veux dire, tout se dépose sur des clouds, sur des drives. Il y a moins de limites. Il y a moins de limites. Donc, si vous voulez faire vos impôts par le Lac-Saint-Jean, allez-y. Je ne voulais pas qu'on se laisse sans que vous nous donniez, pour cette présente période, quelques petites nouveautés, dont une, on en a parlé, là, j'ai été un peu surpris, mais allez-y. En fait, je voulais vous parler, oui, effectivement, des nouveautés. Celle qui est vraiment à tenir compte, moi, que je trouve hyper important, c'est la règle sur la revente précipitée des biens résidentiels. Dans l'éventualité qu'on achète une résidence, qu'on la détient moins de 365 jours, qu'on la revend, dites-vous que la revente va être traitée de façon plus... L'impôt à payer va être plus élevé que si on la détenait personnellement. Il va y avoir de l'impôt à payer. Je comprends. Parce qu'une résidence personnelle n'est pas imposable. La vente d'une résidence n'est pas imposable. Toutefois, si on achète une maison, on la revend dans moins de 365 jours, là, ça peut donner un gain en capital. Un gain en capital, exactement. Donc, faire attention à ça. Oui, exact. Vous m'avez parlé tantôt j'étais tellement surpris de crypto. Ah, la crypto-monnaie! Ouais. Oui, effectivement. C'est super bon, Gilles. Je vais vous engager. Non, pas vrai. Qu'est-ce qui est super important à partir de 2024? Les déclarations relatives aux crypto-actifs. Ouais. Donc, la crypto-monnaie devient de plus en plus détenue de la part des particuliers. Donc, vous allez avoir une déclaration relative aux crypto-actifs. Le formulaire est le TP-21.4.39. Ça, c'est pour Revenu Québec. OK. C'est un formulaire qui doit être émis envers Revenu Québec. Donc, ça, c'est nouveau de c'est 2024. Oui, effectivement. Mais avez-vous vraiment vu un essor de ça? Moi, personnellement, j'en ai pas vu, mais je OK. le sais qu'il y en a. J'en entends, oui. On en voit dans nos formations, c'est de plus en plus abordé aussi. Ouais. Donc, effectivement, ça s'en vient. Mélissa, le conseil qu'on redonne, faites vos recherches.
on le dit souvent, et aller voir les bonnes personnes, c'est complexe. Mélissa, merci beaucoup de vos conseils. Merci à vous, Associés au cabinet chez Mallette. Exactement. Merci, Gilles. Merci à vous. Ça a été un plaisir. On vous revient quelques secondes. De retour ensemble. Le 20 mars, on célèbre la langue française dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. On entend souvent que la langue française est menacée, notamment au Québec et au Canada. Peut-on renverser la roue? Et comment intéresser la jeunesse à cette langue complexe, oui, mais si belle? Pour en discuter avec nous, nous recevons Laurence Prudhomme. Vous êtes professeure au département de littérature au Cégep régional de Terrebonne et vous êtes aussi autrice jeunesse. Exact. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Je disais, menacé, vous, professeur, niveau collégial, qu'est-ce que vous constatez du recul, de l'avancée du français, évidemment, chez les jeunes adultes? Je ne constate pas personnellement une avancée ou un recul. Okay. Je dirais que c'est assez semblable à ce que j'ai vu dans le début de ma carrière. Par contre, ça change. Une langue, ça change, c'est mouvant, ça a des influences. Et les influences des jeunes sont différentes, évidemment, des autres. C'est ça, exactement, de notre génération. Donc, je dirais qu'elle se transforme, cette langue. On entend des mots nouveaux, ils vont utiliser un slang un peu différent. Mais je crois que l'intérêt pour la langue française est à peu près égal à ce que c'était au début de ma carrière, en tout cas de mon avis personnel. OK. Ouais. On aurait peut-être pu penser que les réseaux sociaux auraient pu un peu dégrader cette volonté-là. Oui, bien, les réseaux sociaux, j'ai comme un amour-haine pour les réseaux sociaux. Ouais, je pense qu'on a tous un peu ça, là. Oui. Je dirais qu'il y a quand même des côtés positifs parce qu'il y a beaucoup de petits comptes, par exemple sur Instagram, de linguistes qui vont donner du contenu d'information assez ludique avec des images de la couleur, du mouvement, ce qui va être très attrayant, en fait, pour les jeunes. Et très efficace, je pense, aussi, là. Oui, quand même. Par contre, il faut dire que les écrans peuvent aussi altérer la concentration, peuvent altérer les capacités à s'exprimer. Ils vont raccourcir beaucoup les mots, ils vont avoir un langage utilisé, par exemple, par texto et tout ça, qui vont charcuter les mots. Donc, ça devient... presque en prononciation, je ne me souviens plus de terme, là, mais on écrit comme ça sonne. Exactement, oui, c'est ça. J'ai oublié le terme, mais c'est souvent ça, là. Hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est OK, c'est OK. Exact, c'est ça. Mais moi, je dis souvent à mes étudiants, tout ça fait partie de la langue française. Ce qui est important pour les jeunes, c'est d'être capable de maîtriser tous les registres de langue. Donc, de pouvoir s'exprimer avec leurs amis dans leur langage à eux, mais aussi d'être capable d'utiliser un langage plus soutenu quand on va faire une entrevue avec un patron, par exemple. Donc, de ne pas s'appauvrir, c'est-à-dire d'explorer tous les registres de la langue française, que ce soit des pièces de théâtre de Molière à des chansons hip-hop avec un langage beaucoup plus populaire. Donc, c'est ça qui est important pour moi, de conserver la richesse à travers tous les registres. Je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant quand vous avez dit ne pas s'appauvrir. Donc, acquérir un peu tout ça, c'est de s'enrichir, donc. Exactement, oui, oui. Et quand vous dites d'avoir un niveau de langage selon la situation, mais il faut en connaître plusieurs, parce qu'il va y avoir... Vous dites en entrevue, j'avoue que ça prend un langage un peu plus soutenu. Oui, c'est ça, exactement. Un peu plus. Oui. Maintenant, il reste que ce que moi j'ai appris, c'est la lecture et l'écriture demeurent deux moyens essentiels pour intéresser les gens, parlons des gens, à la langue française. Est-ce que aujourd'hui,
est-ce que c'est encore possible avec les jeunes? Et quels outils utilisent-ils pour avoir cette richesse-là? Bien, je dirais qu'il y a beaucoup, évidemment, naturellement, ils vont être portés vers la musique. Donc, la musique va être vraiment souvent un canal de communication ou de connaissance de la langue. Par contre, aussi, au cégep, par exemple, notre mission, c'est vraiment de les faire côtoyer la culture dans toute sa splendeur, dans toutes ses facettes. Et donc, on essaie, par exemple, d'inviter des auteurs en classe, de les envoyer au théâtre. Par exemple, on les fait participer à des concours littéraires. Donc, on essaie de les faire côtoyer la culture un peu plus pour enrichir justement leur panoplie d'outils par rapport à la langue. Mais je pense qu'aussi, ça commence jeune. Il faut les intéresser jeunes à la lecture et à l'écriture. Et ça passe par leur raconter des histoires. Les parents qui s'assoient avec leurs enfants leur racontent des petites histoires dès leur tendre enfance. Ça va les intéresser, ça va déployer leur imaginaire. Puis c'est ce que j'adore faire, en fait, avec les jeunes. Souvent, je me promène dans les écoles primaires parce que j'écris quelques Vous êtes livres. autrice jeunesse également. Exactement. J'écris quelques livres jeunesse. Et c'est vraiment un moyen privilégié d'avoir un contact direct avec les jeunes. De les faire écrire, de leur faire avoir le goût de lire, de découvrir d'autres imaginaires. C'est super important parce que ça permet aux enfants de se mettre dans les souliers d'autres personnes, de comprendre des situations différentes à celles qu'ils vivent. Et donc, pour l'ouverture, pour la curiosité, c'est tellement essentiel. Là, vous dites autrice jeunesse primaire, mais vous visitez des classes de quel niveau? Au primaire, c'est 4e, 5e, 6e année, oui. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'ils ont un intérêt? Oui. Et qu'est-ce qui les intéresse, les jeunes enfants? Peut-être les parents de la maison vont dire, ah oui, ça les... Qu'est-ce qui intéresse? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier? Est-ce qu'il y a une façon de parler? D'abord, en 4e, 5e, 6e année, ils ont encore cette capacité d'émerveillement incroyable. Donc, c'est un... Les chanceux. C'est un super public, là, vraiment. Ils participent beaucoup, ils aiment créer des histoires, puis ils aiment qu'on leur raconte comment on produit un livre, comment on écrit un livre. C'est quoi les étapes pour arriver? Oui, ils sont très, très curieux de ça. Oui, mais madame, qu'est-ce qu'on fait après ça? Il faut imprimer. Ah oui, les dessins, Ils me posent beaucoup de questions là-dessus. Puis ensuite, ça leur donne le goût d'eux écrire. Ils me disent souvent, mais moi, je vais en écrire un. Je suis là, bien, parfait, super. Alors, souvent, on fait des petits ateliers de création comme ça. Donc, ils sont super ouverts, là, les enfants du primaire. Les plus vieux du cégep sont un petit peu plus difficiles à aller chercher parfois, parce que souvent, ils ont eu une espèce de lourdeur associée à la langue française. Ouais. Comme si apprendre la langue française... C'est compliqué, c'est plate. Exactement. Ben, je vais vous avouer une chose. J'ai enseigné quelques années au secondaire. La première question que je posais, c'est quel élève ça tente d'être ici? Oui. Oui. Oui, je leur disais, soyez francs, ça n'intéresse pas. J'ai pensé au début que c'était la langue française qui les intéressait pas, mais je pense qu'on se trompe. Est-ce qu'on utilise les bonnes façons? Bien, c'est sûr qu'en tant que professeur, il faut vraiment varier sa façon d'approcher les jeunes. Puis aussi, il ne faut pas avoir des préjugés nous-mêmes envers nos jeunes. Par exemple, moi, je suis professeure dans renforcement. Donc, ce sont des cours pour les étudiants qui ont des défis particuliers. Okay. Et donc, moi, je les fais lire de la poésie, je les fais écrire de la poésie. Et tout le monde me dit, mais voyons donc, de la poésie avec des étudiants en renforcement. Bien, l'année dernière, la jeune fille qui a gagné le concours d'écriture qu'on avait organisé à l'école, c'était une de mes étudiantes en renforcement. Donc, des fois, si on enlève un peu nos préjugés de nous-mêmes, ça nous permet d'enseigner de façon plus enthousiaste. Okay. Et l'enthousiasme, la passion, ça, c'est contaminant, ça se transmet. Oui, j'avoue. Donc, pour les jeunes, là, parlons des jeunes en difficulté au cégep, est-ce que, ça va être une question difficile, comment se fait-il qu'au cégep, il y a encore ces difficultés-là? Je comprends que la langue est complexe, mais il y a eu quand même 11 années d'études avant. Oui. Sans se prononcer, puis sans partir d'un gros débat, est-ce qu'il n'y a pas là une petite crainte, puis il faudrait faire quelque chose?
Ah, c'est sûr. C'est un Oui, grand... parce que vous les recevez, là, Oui, oui, on les reçoit. du secondaire. Oui, on les reçoit du secondaire, puis malheureusement, ils n'arrivent pas tous avec le même bagage, pour toutes sortes de raisons, que ce soit des raisons plus personnelles, familiales, ou des raisons, disons, de société. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont allés à l'école publique ou privée? Puis, Il y a malheureusement une différence maintenant. Oui, il y en a une. On ne voudrait pas qu'il y en ait, mais il y en a une. Exactement. Donc, il y a parfois des professeurs qui, même avec toute leur bonne volonté, ont beaucoup de discipline à faire en classe, ils ont beaucoup de gestion de classe à faire, puis ils ont moins de temps pour le contenu. Pour la matière. Exactement. Donc, c'est la réalité, malheureusement. Donc, quand on les reçoit au cégep, on essaie de tous leur donner la même chance, puis leur donner des mesures d'aide, par exemple, au centre d'aide en français. On fait beaucoup de tutorat, aussi avec les gens qui viennent d'autres cultures, dont la langue française n'est pas la langue maternelle. Donc, on a toutes sortes d'outils, on fait beaucoup de tutorat avec eux pour les aider à entrer un petit peu dans le parcours régulier, si on veut, au cégep. Là. Je ne peux pas finir, il nous reste peut-être 1 ou 2 minutes, je ne peux pas finir l'entrevue en parlant des téléphones cellulaires et de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est un danger ou c'en est pas un, ou entre les deux? C'est quoi votre opinion là-dessus? Oh mon Dieu! Bien, c'est les... En fait... Vous avez parlé d'amour-haine tantôt. Oui, c'est là. encore la même chose, amour-haine. Tu sais, on parle souvent de ChatGPT ces temps-ci, Ouais. qui est un outil qui peut être merveilleux pour certaines choses, mais qui peut aussi être très dangereux au sens où les étudiants perdent leur capacité à faire eux-mêmes des liens entre différents textes, entre différents sujets, perdent la capacité à créer eux-mêmes, à élaborer, à écrire des phrases complexes, etc., parce qu'ils se fient sur l'outil qui va le faire. Ils délèguent, en fait, une partie de leur cerveau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ou une partie de leur réflexion. Exactement, c'est ça. Donc, on essaie, en fait, on revient beaucoup, on est dans ces réflexions-là beaucoup au cégep. Alors, on revient souvent à crayon papier. Et en classe, vous devez réfléchir, penser, faire aller vos ménages. Pendant le 3 heures, Ben oui, exactement. au lieu d'avoir un travail C'est ça. à l'extérieur. C'est le prochain défi, ça? Ah Passer oui. par-dessus ça? Bien sûr, c'est le prochain défi, puis leur montrer qu'ils Parce doivent... qu'il n'y a rien de réglé encore. là. Non, non, il faut absolument qu'ils développent leur esprit critique par rapport à ça. C'est primordial, oui. Parce que je sais, on parlait, on a arrêté de calculer avec les calculatrices. Oui. C'est vrai. On va prendre vos conseils avec beaucoup, beaucoup d'importance. Merci, Laurence. Merci à vous, Gilles. Alors, c'est tout quant à nous. Je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous. Je vous aime beaucoup. Je remercie toute l'équipe à la recherche. Merci, Maude, qui nous a quittés il y a quelque temps. Merci beaucoup. Merci à la régie, en studio. Et vous, on se voit dans une semaine.